Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Moyen de Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. Donc cette journée ensoleillée, nous allons parler des valeurs françaises. Et oui, c'est la troisième édition de Portefeuille PEA où nos investissements, nos objectifs d'investissement sont concentrés uniquement sur nos chères valeurs françaises. Donc avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire à la chaîne Moyen de Cash en cliquant la petite cloche pour être averti quand je publie des nouvelles vidéos et mettez-moi des likes parce que c'est ça qui me permet d'évaluer votre intérêt envers telle ou telle catégorie des vidéos que je vous fournis. Et ensuite, pour ceux qui veulent aider à la chaîne encore plus, vous avez un lien PayPal où vous pouvez faire une petite donation pour me remercier pour le travail que je fais gratuitement. Donc les deux dernières vidéos de PEA ont eu lieu le grand succès, donc du coup je consacre de plus en plus d'énergie pour faire évoluer ce portefeuille PEA parce qu'apparemment ça vous plaît, donc mettez-moi des likes pour que je le sache, donc plus des likes cette vidéo aura, donc plus de vidéos comme ça je vais faire. Et aujourd'hui nous allons acheter encore deux actions françaises parce qu'on en a déjà 4, évidemment on va faire un tour de performance des actions que nous avons déjà dans notre portefeuille. Donc aujourd'hui, ma tâche sera très compliquée, très compliquée, parce que les marchés ont rebondi sur la nouvelle de Pfizer. Donc là, je vais commencer par regarder le graphique de CAC 40, parce qu'évidemment, c'est notre indice, même si on n'achète pas des valeurs directement depuis le CAC 40, mais bon, il y en a une, mais dans tous les cas, tout le marché français est évidemment corrélé par rapport à cet indice de référence. Donc ça, il faut bien comprendre ce qui se passe sur le CAC 40 compte pour nous, même si nous n'investissons pas nécessairement directement dans les sociétés qui en font partie. Donc, de point de vue de momentum technique et fondamental, il n'y a pas pire situation pour investir. Donc, mais quand même, j'enregistre cette vidéo, je vais quand même acheter deux valeurs. Vous allez voir pour vous montrer la stratégie d'investissement régulier. Parce que même si la situation n'est pas optimale pour l'investissement, dans ce cas-là, on va aller chercher la rentabilité, on va chercher le alpha, comme on dit, dans la gestion d'actifs. C'est que dans les secteurs où moi je trouve qu'il reste encore quelques opportunités, quelques chances de voir un petit peu cette fameuse alpha sur le marché financier. Donc, vous pouvez voir sur votre graphique de CAC 40 que là, on est vraiment au plus haut, pas au plus haut évidemment, mais on a cassé vraiment le plus haut de juin 4, donc là on risque encore de remonter, mais bon, ça j'en sais rien du tout parce que tout le marché, comme je vous disais déjà dans la vidéo précédente, vont dépendre maintenant de cette course derrière le vaccin, parce qu'il y a visiblement Pfizer a déjà annoncé pour la fin de l'année, après Moderna, il a quelque chose dans le carton, du jour au lendemain, ils vont dire quelque chose qui peut faire flamber encore les marchés. En revanche, par contre, les communications un peu plus négatives de la part de Pfizer peuvent le faire baisser. Donc, on est dans un flou total point de vue tendance. Donc, techniquement, on est haussier, mais ça peut changer. Bon, aujourd'hui, l'analyse technique ne va fonctionner que uniquement sous influence de ces nouvelles qui peuvent contrairement casser les tendances tout le temps. Donc c'est risqué aujourd'hui de spéculer, je trouve. Bon, en tout cas, à moins que vous êtes day trader, vous avez des skills, des compétences de trader poussées. Donc moi, j'évite de faire des positions directionnelles sur ce marché. Voilà. Donc, dans tous les cas, donc c'est le contexte qui est quand même très compliqué de point de vue fondamental, de point de vue news flow, de point de vue technique, même si on est entre guillemets haussier, les marchés sont méga chers. Donc aujourd'hui, donc très vite, j'ai fouillé dans le CAC 40, j'ai trouvé aucune action qui m'intéressait. Celle qui était la plus proche à mon point d'achat selon mes critères, parce que j'ai un screener qui est quand même un peu secret, de ratio que moi je compte important pour sélectionner les titres. Dans ce screener, il y avait une seule valeur qui rentrait, c'était Air Liquide. Mais Air Liquide est là, malheureusement, il est très proche au plus haut historique, donc on peut y investir, mais bon, bref. Je vais vous parler en fait d'ailleurs des valeurs entre lesquelles j'ai hésité aujourd'hui, parce que la situation est tellement particulière que le choix d'action est vraiment une tâche pas facile à faire. C'est pour ça, si vous allez préférer d'autres valeurs éventuellement que moi je vais mettre aujourd'hui dans le portefeuille, donc là je vais vous partager un petit peu plus large mes idées entre quelles valeurs j'hésitais ce mois de novembre 2020. Voilà, donc c'est juste pour vous donner le contexte. Je voudrais aussi remercier des personnes qui m'ont laissé des commentaires avec des idées, qu'est-ce qu'il faut mettre dans le portefeuille PEA. C'est super intéressant, je les regarde tous, même si parfois je n'ai pas le temps de tout répondre. Mais par contre, je ne peux pas aujourd'hui acheter des valeurs de... En fait, j'ai acheté des valeurs dans des scénarios suivants.
Le premier scénario le plus commun pour moi d'acheter, c'est ça que je trouve le plus sécurisé à long terme. J'achète les flux financiers positifs. J'achète les performances opérationnelles d'une entreprise. C'est ça plutôt pour moi le premier critère. Donc je ne vais pas acheter à long terme une valeur qui n'est pas rentable ou dont les marges sont faibles ou dont le business model ne tient pas la route. Donc c'est une première chose, en fait, le premier scénario où je suis prêt d'investir dans une valeur, c'est des fondamentaux forts. Voilà. Donc ensuite, le deuxième critère que je pourrais acheter, c'est la société où je crois dans une évolution de folie. Je vais parler comme ça. C'est la fameuse catégorie C, ceux qui me connaissent, donc là je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent de quoi je parle. Donc il y a une vidéo où j'explique ce que c'est pour moi la catégorie A, catégorie B et catégorie C. Donc la catégorie C, c'est des valeurs qui ont des potentiels extraordinaires. Moi j'y crois, j'y investis même si les flux financiers aujourd'hui ne sont pas au rendez-vous. Voilà. Et le troisième scénario, éventuellement, c'est des valeurs trop délaissées, comme on a fait la dernière fois, qu'on a investi dans Total et Rubis. Donc ça s'avérait un très bon choix. Donc, c'est des valeurs délaissées qui ne sont pas spécialement trop excitantes de point de vue business model, parce que ce sont des sociétés de l'ère industrielle, un petit peu dans les valeurs un petit peu dépassées. Mais en tout cas, chaque valeur a son prix. Donc, Total, par exemple, évidemment, c'est une société profitable, même si ses profits sont largement inférieurs à ce que c'était avant. Mais dans tous les cas, ça restait quand même une valeur intéressante à investir à partir d'un certain niveau. Et vu que ces niveaux ont été atteints, donc on l'a investi le mois dernier. Donc, et ça s'est avéré vraiment un investissement très performant, en tout cas au jour le 14 novembre, quand j'enregistre cette vidéo, c'est performant, ça on va voir évidemment en détail. Voilà, donc quand vous me dites genre achète ça, achète ci, moi je regarde tout de suite mes ratios. Et pour l'instant, en France, j'ai une liste des valeurs. Elle est très réduite, elle est beaucoup plus réduite qu'aux États-Unis, dans lesquelles je suis prêt à investir dans cette situation actuelle. Parce que les sociétés de folie, on va dire, avec des perspectives extraordinaires, il n'y a pas tant que ça, malheureusement. Il y en a quelques-unes, mais déjà, elles sont valorisées trop cher. On m'avait parlé de Worldline, on m'avait parlé de ST Micro, de Soitec. Ce sont des belles valeurs. C'est celles des belles valeurs. Aussi Gossan, voilà, donc la valeur qui revient souvent dans les commentaires. Je les regarde, mais en tout cas, ces valeurs sont soit trop chères, soit trop chères et performances ne sont pas forcément là. C'est pas forcément les performances sont mauvaises, mais elles ne sont pas les mêmes que par exemple pour des sociétés comme Microsoft, Amazon, etc. Ouais, donc il faut quand même, je lis les commentaires, merci beaucoup de les partager. Mais en tout cas, j'ai mes screeners en fait, et l'objectif c'est que je veux vous effectivement transmettre l'idée de mon approche. En fait, voilà. Après évidemment, vous décidez ce que vous mettez dans votre portefeuille ou pas. Donc, et encore une fois, le disclaimer que j'oublie à chaque fois, que tout ce que je dis, c'est mon avis personnel, je ne fais pas de conseil d'investissement, je ne suis pas un professionnel, je suis un amateur et je expose sur cette chaîne ce que je fais réellement sur mon portefeuille réel. Et donc, c'est de position toutes les actions que j'évoque dans ces vidéos et sur la page Facebook, dont le lien vous voyez sur votre écran, c'est des actions que j'achète réellement. Voilà, donc maintenant, on va passer sur les performances de notre portefeuille au jour quand j'enregistre cette vidéo. Donc par rapport à la dernière fois, vous voyez que j'ai largement amélioré la présentation. Maintenant, vous voyez la ligne de cash. J'ai pris les montants théoriques. Donc il ne faut pas regarder, il n'y a pas de 50 000 euros sur mon compte POA. C'est juste à titre d'exemple. En fait, pourquoi je choisis ce montant? Parce que ça me permettrait d'avoir une diversification que moi je veux atteindre. Et surtout, ça vous permet de voir cette fameuse colonne super importante de 2 poids de la ligne dans mon portefeuille. C'est ça le value weighting, c'est ça le poids. Donc vous voyez que je suis quasiment full cash actuellement, donc 76% de mon portefeuille est en cash. Et voici les poids des valeurs que j'ai achetées dans mes précédentes vidéos. Donc tous ces montants, il ne faut pas s'accrocher en fait dans les commentaires que c'est très peu, on achète très peu d'actions, je sais, mais c'est donné à titre indicatif. Si vous êtes riche, si vous pouvez vous permettre d'acheter énormément de valeurs, mettez autant que vous voulez par ligne. Mais en tout cas, si vous voulez suivre, après, si vous voulez s'inspirer de la stratégie que moi je mène, surtout respectez le poids en pourcentage de votre portefeuille. Vous voyez que les valeurs que j'ai mis dans le portefeuille, parce que moi je me rends compte que la biotech comme bioMérieux, c'est risqué, il s'est prouvé volatile en fait pendant ces séances. Donc on était si je me souviens bien, à plus 10 ou plus 15% le mois dernier, là on est à moins 2. Donc évidemment, il y a beaucoup de volatilité sur cette biotech. Donc, mais vous voyez que le poids dans mon portefeuille il est seulement de 0,5%.
Donc, parce que moi, je me rendais compte quand je l'ai acheté que ça sera volatile. Donc voilà. Pour les valeurs plus grosses, parce que ça, c'est des grosses caps, en fait, surtout Total. Donc du coup, mais ça, après la hausse, ça, c'est devenu respectivement 1,3% et 1,5% pour Total, mais c'est après la hausse, encore une fois, parce que là, vous voyez que sur Total, on a fait déjà 14% sur un mois et presque 7% sur Rubis. Donc là, par contre, vu que c'est des valeurs beaucoup plus matures, on s'est exposé un petit peu plus. Ça ne va pas dire que je vais toujours rester avec une exposition si faible. Sur des valeurs comme Total, moi je suis prêt de monter jusqu'à 2%, voire un peu plus. Mais aucune ligne dans mon portefeuille ne pèsera plus de 5%. Donc ça, c'est le principe de gestion de risque que moi j'applique à tous mes portefeuilles. Donc je n'ai aucune qui pèse plus que 5% dans mon portefeuille global. Voilà. Donc pour ceux qui regardent pour la première fois ma vidéo, donc là je vais vous rappeler que Biomérieux, ça après vous pouvez revoir évidemment la vidéo que je l'ai achetée, c'est la première vidéo catégorie PEA. C'est une biotech française qui effectivement fournit des appareillages pour l'analyse des maladies respiratoires. Donc évidemment, Covid était bénéfique pour cette société. C'était une valeur Covid-19 que j'ai achetée. Mais vu que on a vu la lumière au bout du tunnel, donc même certains pensent que ce n'est pas encore le cas, on n'est pas encore gagné, etc., etc. Donc du coup, cette valeur, elle a perdu cette prime de Covid parce que c'est des valeurs qui bénéficient naturellement de cette pandémie et de la crise sanitaire dans laquelle nous vivons. Donc maintenant, du coup, cette prime, elle est partie et malheureusement, cette valeur, elle a baissé. Mais heureusement, c'est la seule performance négative de 4 lignes que nous avons dans le portefeuille. Toutes les autres performent très bien. Donc la deuxième valeur que j'ai achetée dans la première vidéo, c'est PharmaGest Interactive. C'est quelque chose entre IT et pharma. C'est la société d'éditeur de logiciels pour les pharmacies et pour les laboratoires médicaux. Et donc, du coup, j'ai investi dans cette entreprise parce qu'elle était chère, mais vous voyez, comme c'est de la typique société de croissance, elle était chère quand je l'ai achetée, mais elle est devenue encore plus chère. Voilà, donc ça arrive aussi. Donc, il ne faut pas non plus, si la société est bonne, il ne faut pas hésiter d'acheter une entreprise qui est déjà un peu chère. Et les valeurs massacrées par la crise étaient Rubis et Total. Je n'ai pas grand-chose à dire. Si vous voulez les détails, revenez sur la vidéo précédente du mois d'octobre où je vous ai parlé pourquoi je l'ai acheté à l'époque. Et cette société nous a fait une très belle performance, comme vous le voyez sur vos écrans. Voilà. Maintenant, nous passons à des nouvelles valeurs que nous allons mettre dans le portefeuille Mindcash au mois de novembre. Donc, le principe est le même. Donc, tous les mois, j'achète 2 actions. Donc, et aujourd'hui, je vais vous parler d'abord, je vais vous laisser un petit peu attendre le suspense, c'est que les actions entre lesquelles je hésitais. Donc, la première action que je voulais d'abord vous présenter, c'était le GTT. Voilà, mais cette valeur m'a fait un petit peu peur de ces chiffres. Ça fait longtemps que je la regarde, ça fait tout le temps qu'elle sort dans mes screeners grâce à sa profitabilité monstrueuse et grâce à sa santé financière excellente. Et en plus, elle est sous-évaluée. Moi, je ne comprends pas ici j'ai peur d'acheter cette valeur, honnêtement, parce qu'il y a quelque chose qui visiblement m'échappe. D'après mes diverses recherches que je fais sur cette valeur, c'est une valeur qui opère dans LNG, dans GNL, en français, c'est le gaz naturel liquéfié. Donc, en plus, c'est un secteur booming. Donc, il n'y a pas, apparemment, ils ne manipulent pas leur comptabilité, donc les chiffres qu'on voit sont justes. Ils ont le Altman Z-score de presque 12. En fait, c'est juste la folie, c'est beaucoup plus que Hermès, que LVMH, que Sanofi, que Air Liquide, beaucoup plus que ça. Bon, selon tous les ratios, cette entreprise, c'est juste de la folie tout pure. Je ne comprends pas pourquoi le marché ne la reconnaît pas. Et ici, j'ai un petit peu peur que je ne vois pas quelque chose. Donc, si vous connaissez cette valeur, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Seul bémol que je trouvais, c'est qu'apparemment, il se base sur un seul avantage concurrentiel. Et s'ils perdent cet avantage concurrentiel, du coup, ça peut enlever toute leur excellente rentabilité. Mais par contre, le marché aujourd'hui, je pense que je vais acheter à un moment donné, parce qu'en fait, ça fait longtemps que j'ai presque cliqué le bouton d'achat, mais c'est à chaque fois, je m'attendais, et ça m'arrive souvent, c'est souvent comme ça que je perds mes opportunités. Donc, ceux qui me connaissent depuis déjà un certain temps le savent. Mais ici, j'ai un petit peu du mal à comprendre la situation, pourquoi elle est tellement rentable et pourquoi elle coûte si peu cher. En fait, je voulais presque vous proposer d'acheter, pas vous acheter, mais je voulais presque mettre dans mon portefeuille PEA
cette valeur au mois de novembre, mais par contre, ce qui m'a arrêté à nouveau et à nouveau, c'est le niveau technique, en fait, parce que bon, à 80, depuis cette chute du Covid, le potentiel, c'est juste de 89, donc c'est bon, c'est 8 euros, un peu plus de possibles performances. Donc 10%, c'est pas rien, mais dans tous les cas, dans les situations actuelles, dans le cadre de la volatilité actuelle, et vu le profil de cette valeur qui me paraît un peu trop beau pour être vrai, j'ai hésité. Donc du coup, j'ai décidé de ne pas le faire encore une fois. Je retardais. Peut-être je me trompe. Dites-moi si je me trompe par rapport à GTT, parce que c'est quand même quelque chose qui me paraît extrêmement rentable, mais pourtant mal aimé par le marché. Donc et moi, j'aimerais bien comprendre, quand j'investis dans quelque chose, j'aimerais bien comprendre pourquoi cette valeur est sous-évaluée. Donc ici, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas apprécié par le marché. Et donc du coup, c'est quelque part ce côté émotionnel, ça m'arrête parce que j'ai l'impression de me positionner dans un scénario où je suis comme si j'étais le plus intelligent au monde, en disant que voilà, donc là le marché ne voit pas une superbe opportunité, moi je la vois. Donc sur le marché marché liquide, j'ai du mal à croire à ce genre de raisonnement. Ici, il doit y avoir quelque chose que je ne vois pas. C'est pour ça que chaque fois, je m'arrête. En fait, j'irai certainement à 67%, à 167 euros, parce que souvent, on le descend dans ces eaux-là. Et je pense que c'est là où il faudra l'attraper. Bon, rappelez-moi quand ça sera là. Donc, je vais peut-être prendre une position. Parce que c'est vrai qu'à 67 euros, c'est vraiment pas, ça serait vraiment intéressant. Voilà. Ensuite, mais en tout cas, ça va rester dans notre shortlist. Donc, je vous ai déjà parlé un petit peu de la société. Euh, de la société Air Liquide, pourquoi je ne l'ai pas acheté. Deuxième société que j'ai hésité d'acheter aujourd'hui, c'était Métropole TV et Télévision, c'est M6. Je vais vous parler parce que déjà un petit peu, j'ai eu un attachement émotionnel un petit peu sur cette chaîne. Comme vous le savez maintenant que j'adore l'immobilier, donc du coup moi j'ai une tradition un petit peu avec ma femme de regarder le matin dimanche matin, on regardait Stéphane Plaza. Donc ça, il y a pas mal d'émissions que j'aime beaucoup sur cette chaîne. Donc du coup, mais c'est pas du tout moderne. Donc du coup, c'est souvent un petit peu, c'est mal aimé par les investisseurs parce que c'est considéré comme dépassé. Mais en tout cas, au jour actuel, avec leur flux financier actuel, c'est une entreprise de folie. Ils montrent des rentabilités de malade. En fait, cette entreprise tombe dans mes screeners. Et donc du coup, et il est probablement intéressant de l'acheter, mais encore une fois, de point de vue technique, je ne veux pas faire perdre votre temps, vous montrer les graphiques. Il était beaucoup plus bas récemment, il était à 9, et donc du coup c'est là où il fallait l'acheter en fait en gros. Et moi je ne l'ai pas fait, mais en tout cas cette entreprise que je garde l'œil dessus. Le problème ici c'est que c'est rentable, ça marche bien, malgré le Netflix, malgré toute la concurrence des vidéos à la demande. Euh, c'est pas sûr qu'elle va monter. C'est pas sûr que le prix d'action va monter parce que, en fait, il n'y a pas de hype, il n'y a pas assez de mode autour de ces valeurs-là. Il faut qu'il y ait un petit peu d'espoir d'avenir. Ici, il n'y a aucun espoir d'avenir. Et donc, du coup, il y a très peu qui se positionnent dessus. Il n'y a pas de flux financiers qui vont dans ces valeurs-là. C'est pour ça que je dis, si vous achetez pour les dividendes, ça fait peut-être du sens. Mais espérer que ça va monter en termes de cours de bourse, je ne suis pas certain. Voilà, maintenant je vais vous présenter d'autres valeurs que j'ai trouvées ce mois-ci. Donc la première valeur que je regarde depuis pas mal de temps, s'appelle Aquila. Donc là je pense que peut-être vous la connaissez pas. Donc cette société, elle fonctionne dans le dans le secteur de la sécurité. Donc en fait ça, je vous ai préparé une petite récapitulatif de leur business model. Donc en fait 49% de chiffre d'affaires, c'est les interventions sur alarme, un autre 49% c'est missions de surveillance et 2% de rondes de sécurité. Donc effectivement, dans notre monde, surtout en Europe, avec l'augmentation, en fait c'est une société qui est très orientée Europe, en fait l'insécurité malheureusement aujourd'hui c'est un sujet qui revient tout le temps sur la table. Donc, et cette société, elle est à fond dedans. Donc là, effectivement, elle profite de cette demande accrue de sécurisation des lieux, etc. etc. Donc cette société que j'avais déjà depuis un moment dans les radars, déjà en disclaimer, c'est une société, encore une fois, c'est une petite société. Il y a peu de flottants, il y a peu de liquidité là-dessus. Donc quand vous passez un ordre, faites attention, faites accompagner par quelqu'un peut-être qui maîtrise un petit peu mieux.
mettez des ordres limites pour être sûr le cours d'entrée. Parce qu'en fait, la différence entre le bid et le ask, en fait, entre l'offre et la demande sur le marché peut être très importante quand vous passez l'ordre. Donc surtout, ne passez pas l'ordre au marché, donc pour aller plus vite. Mettez toujours des limites pour vous assurer les points d'entrée. Donc voilà, c'est ça qu'il faut. Évidemment, quand la liquidité est faible, les mouvements de prix peuvent être importants également. Donc, mais par contre, quand vous regardez les ratios, c'est quand même impressionnant. Oui, donc, je vais vous parler de leur business model. Donc, leur marge peut paraître très faible. Operational margin et net margin sont respectivement 4 et 2, bon, presque 3%. Ça a l'air d'être très peu. Bon, ça, moi, je dirais que non, mais ça ne m'intéresse pas les entreprises avec des marges si faibles. Mais par contre, vous pouvez voir que ces faibles marges leur génèrent une rentabilité de fonds propres de 35% presque. Et leur rentabilité des capitaux, on va le voir tout à l'heure, il est extraordinaire. C'est juste énorme. En fait, là, vous pouvez voir les ratios ici. Donc, c'est peut-être un peu plus vite. Donc, leur marge compte tenu de la dette, elle est à 32%. Et vous voyez parfaitement que c'est très proche de ce chiffre-là parce que la dette, elle est absente. Vous voyez, long term debt, c'est 0%. 0. Donc, vraiment, c'est la société avec sans aucune dette ouverte. Donc, et c'est assez quand même impressionnant de voir une entreprise comme ça. Mais en fait, on peut se poser la question, comment ça se fait que, est-ce qu'il n'y a pas de manipulation, par exemple, déjà? Mais on voit que Benesch, il ne publie pas le Benesch, en fait, de leur score sur la manipulation de comptabilité. Donc, s'il n'y a pas de ratio, malheureusement, mais ça peut paraître bizarre. Comment on peut faire, avec les marges si faibles, faire une rentabilité comme ça? Mais en fait, cette entreprise, comme j'ai marqué ici, mais peut-être que vous n'avez pas eu le temps de lire, c'est une société qui fait la sous-traitance. En fait, elle gère un réseau, elle regroupe 300 d'autres sociétés. En fait, elle touche les marges sur les petites entreprises et en gros, eux, ils fournissent le service au-dessus. En fait, eux, ils sont face aux clients et ils ne fournissent pas les services eux-mêmes, mais par contre, ils ont un réseau des services de sécurité sur la sociétés locales, qui ne sont pas cotées, évidemment. Et c'est avec elles qu'ils travaillent et ils proposent des services de sous-traitance, en gros. Et ces services de sous-traitance, souvent, on peut voir des marges très faibles, mais par contre, la rentabilité, elle est faible aussi. En fait, la rentabilité peut être très élevée, au contraire. Et pourquoi? Tout simplement parce que vu qu'ils n'ont pas de leur parc des salariés à gérer, ils n'ont pas d'infrastructure à gérer, ils ne font quasiment que du commercial dans ce domaine très recherché où il y a une croissance de demande qui est très importante. Donc voilà. Voilà, maintenant vous pouvez voir que leur évolution de leur chiffre d'affaires, elle était en croissance permanente. Donc depuis 2007, il ne fait que croître en fait le revenu, le chiffre d'affaires par action. Et pareil pour le résultat opérationnel qui ne cesse d'augmenter. Voici la rentabilité. Pareil, on est parti à 11%, un petit peu plus de 11% en 2006 pour arriver à 32% en décembre 2019. Héroïque, donc c'est presque pareil parce que cette société n'est presque pas endettée. Donc debt to equity, vous voyez, donc zéro partout, et n'ont jamais eu de dette, mais c'est normal parce que c'est une société qui fait que du commercial, donc ils n'ont pas besoin de sous-financer pour exécuter leur business. Voilà, donc c'est du coup cette société que moi je trouve que dans le contexte actuel, elle est assez intéressante à voir, à considérer. C'est tout simplement parce que ces risques sont quand même limités grâce notamment à l'absence totale de la dette. Voilà, vous pouvez voir que le graphique, il a une tête un peu bizarre, mais c'est justement, ça montre qu'il y a très peu de liquidité. Donc quand vous voyez les mouvements comme ça, les bougies japonaises avec des... je ne sais pas comment ça s'appelle en français, les lignes... il y a le corps, mais l'autre, je ne sais plus comment... L'ombre, je pense. L'ombre, je crois que ça s'appelle. Avec de l'ombre trop long. Cela veut dire qu'effectivement, les mouvements de prix peuvent être vraiment violents. Il faut se préparer à cela. Donc cette entreprise, il ne faut pas mettre plus d'1% dans le portefeuille. Moi, je vais mettre aujourd'hui encore 0,5%, comme d'habitude, pour des entreprises de petites caps comme ça. Et là, ça, c'est de la période de Covid. En fait, là, il a souffert aussi. Mais bon,
Donc la Sofer, bon, il s'est pas effondré non plus, hein. Donc là, il s'est effondré moins que les autres. Et donc là, maintenant, on est revenu à 6, on est entre 6,90 et 7. Donc vraiment au milieu du canal où il se trouve depuis déjà pas mal d'années. Donc cette entreprise ne fait rien, mais elle peut vraiment tirer vers le haut de point de vue valorisation à un moment donné, parce que la demande est là, en fait, la croissance est là, cette entreprise ne risque rien. Cette entreprise n'est pas endettée, donc je ne vois pas pourquoi le marché... Tout simplement, peut-être le marché ne s'intéresse pas encore à ce secteur. Mais en tout cas, de point de vue investissement, on va dire rentable, l'investissement sain, je pense que cette valeur vaut la peine, peut être intéressante. C'est celle que je vais mettre aujourd'hui dans le portefeuille. Bon, aujourd'hui c'est le week-end, donc c'est la semaine prochaine. J'espère qu'il ne va pas s'ouvrir à plus 40%, que ça m'arrive souvent quand je perds quand j'attends trop longtemps et après c'est trop tard. En tout cas, je pense que vers lundi, si on reste dans ces cours-là, je vais l'acheter. Voilà. Donc du coup, ça sera encore une fois la position de 0,5% de mon portefeuille. Donc encore une fois, on ne prend pas beaucoup de risques. Le marché, il est risqué, la situation, elle est particulière, donc on ne prend pas beaucoup de risques. Vous faites comme vous voulez. Moi, je ne prends pas beaucoup de risques. Voici pour la deuxième valeur que je veux mettre dans mon portefeuille aujourd'hui. Je m'attends à une vague de critiques parce que on va toucher un sujet qui est un peu polémique. C'est Boiron, c'est l'entreprise, c'est un géant de homéopathie. Donc ça fait partie de la catégorie biotech, mais ce n'est pas vraiment les biotech du pur sens du terme. C'est une entreprise qui a un produit phare que beaucoup connaissent, c'est Oxytococcinum en fait. Et ici, je ne vais pas nécessairement évoquer le sujet de homéopathie, son efficacité, est-ce que ça fait quelque chose, qu'est-ce que c'est pas juste de l'arnaque. Vous voyez, je ne sais pas. En tout cas, moi, je suis investisseur, je regarde les chiffres, je regarde leurs performances, et leurs performances me plaisent. Donc, évidemment, je vais commencer par l'analyse technique cette fois, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement car il y a quelques années, en 2016, 2017 jusqu'à 2018, c'était une grande valeur de hype. En fait, ça, c'est des valeurs comme aujourd'hui, c'est Moderna, comme aujourd'hui, c'est des valeurs où il y a beaucoup de rêves autour. Donc, c'était le cas pour Boiron, parce que ça marchait super bien. En fait, ils vendaient beaucoup de leurs produits. Mais après, il y a eu des changements en fait, dans la politique d'État. Et ça, c'est le risque à investir dans les pharma, que ces médicaments n'étaient plus pris en compte par la Sécu. Donc, évidemment, vous ne serez pas remboursé quand vous achetez la homéopathie. Et donc du coup, mais évidemment, vu que c'est super important pour ce genre de secteur, le fait que leurs produits soient remboursés par les assurances maladie, donc évidemment la chute a commencé, est devenue brutale en fait, et il est tombé dans le berm, en fait dans le trend baissier qui a duré, il me semble, qui a duré qui a pris la fin vers justement cette crise de Covid. Normalement, en fait déjà là. Si je regarde le graphique, déjà là, on a commencé à s'installer, à se calmer, donc vers août, entre avril, mai 2019, et donc du coup la crise de Covid début de 2020. Donc on a commencé à se calmer dans ce niveau-là. Donc il a visiblement retrouvé son plus bas, et maintenant on fait des tentations de repartir à la hausse. Donc ici, on achète une valeur qui est quand même, qui a baissé beaucoup les dernières années. Et maintenant, la question qu'on peut légitimement se poser, est-ce que ce fait que les remboursements par la Sécu ont été arrêtés pour les homéopathies, est-ce que ça a impacté leur performance opérationnelle? Donc là, vous voyez qu'au niveau des ratios, c'est juste extraordinaire, donc significantly undervalued, cela veut dire que c'est significativement sous-évolué. La santé financière, elle est juste incroyable, donc presque 8 sur 10, donc, et la profitabilité elle est très très élevée. Donc voilà, donc là on arrive à des marges opérationnelles de 16%, c'est extraordinaire, c'est très très bien, et la marge nette, c'est un peu plus de 7%, et la rentabilité... la rentabilité de 8%. D'ailleurs, je suis un peu étonné, je crois que ROC, voilà, c'est ça, le 26%, c'est la rentabilité compte tenu de la dette. Je ne comprends pas comment ça peut être inférieur à cela, mais ça, on va voir sur les chiffres
annualisé. Donc là, on voit que, maintenant on va regarder, donc là on avait dit qu'en 2016 et 2017, ils ont eu ce problème des remboursements de la Sécu qui a été arrêté. Donc on va voir s'il y a eu une répercussion sur leur chiffre d'affaires. Donc on voit que c'était le revenu par share, donc c'était par chiffre d'affaires par action, il était à 33 en 2016 et maintenant on est descendu seulement, on n'a pas changé, ça n'a pas changé du tout, mais maintenant en décembre 2019 on a tombé seulement en 32, donc c'est quasiment, on peut dire qu'il n'y a quasiment eu aucun impact sur leur vente. Et ça, c'est d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonné. Donc c'est que cette valeur-là, en fait, il y a quasiment le fait que leurs produits n'étaient plus remboursés, donc ça n'a fait aucun impact sur la quantité des produits vendus. Ensuite, leur résultat opérationnel par action, elle a continué à croître, donc effectivement, elle a baissé un petit peu en décembre 2019, mais ça reste quand même tout à fait solide. Et en termes de rentabilité, on est resté sur des chiffres très, très bons. Donc là, effectivement, le top de top, c'était vraiment cette période-là où il y avait le hype. Donc là, tout le monde l'a acheté, 2013, 14, 15. La rentabilité, elle était énorme. Et donc là, on est retombé sur 8% en décembre 2019. Donc voilà, donc ça, c'est pas nécessairement... ROI compte tenu de la dette, c'est pareil, c'est 9%. Mais ce qui m'étonne, en fait, comment ce chiffre-là peut être supérieur à cela, ça me paraît un peu bizarre. Et c'est quelque chose, ça doit être lié à la dette en fait. Debt to equity, donc il n'y a pas encore une fois de dette, c'est pour ça. Donc c'est pour ça, il n'y a pas de dette. Cette société, je veux la revérifier. Parce que j'utilise beaucoup Guru Focus, mais à un certain point que je préfère revérifier dans les services que je suis plus à l'aise avec. Donc Boiron. Voilà, donc là, la dette doit être très faible, voire nulle. Voilà, bon, 1%, 6 de capitaux, donc voilà, donc bon, on peut dire que la dette, elle est absente. Donc c'est normal, donc du coup, ce n'est pas très étonnant de voir effectivement que cette valeur, les valeurs ROIC et ROI sont très très proches. Voilà, donc c'est ces deux valeurs qui vont m'intéresser pour le portefeuille PEA moyenne de cash. Donc, dites-moi dans les commentaires, et si j'ai essayé de maximum partager avec vous quelles étaient mes hésitations, quel est le contexte global. Je vous rappelle que l'investissement, philosophie d'investissement moyenne de cash, c'est 3 piliers, macro, micro, fondamentaux, on va dire, et l'analyse technique. Donc, ces 3 piliers qui sont les plus importants, les 3 sont importants. Donc, les macros aujourd'hui sont très instables, très très instables. La technique s'en écoule parce que les humeurs de marché changent tout le temps, le comportement de foule change tout le temps, c'est très volatile, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Et on doit se focuser aujourd'hui uniquement sur des fondamentaux. Et du coup, moi, je plonge dans des entreprises où il y a des fondamentaux. Donc, où les fondamentaux, en cas de problème sur les marchés, peuvent nous sauver. Et comme vous voyez, les deux actions que j'achète aujourd'hui ont une dette zéro. Zéro, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi des likes, c'est super important pour le développement de la chaîne. Pour ceux qui veulent me soutenir, mettez-moi un petit peu une petite donation sur le lien PayPal que vous avez dans la description de cette vidéo. Ça me fait beaucoup plaisir de vous présenter ces deux actions aujourd'hui. Et je vous souhaite le meilleur. Mind the cash. À très bientôt. Bye bye.